Quand on parle de population en migration, on a tendance à imaginer une foule opaque de gens, des anonymes, presque invisibles. On les voit sous la pluie faire la file pour un repas et dormir comme ils et elles le peuvent sous des tentes dans les interstices de la ville. Tout réside dans l'approche qu'on choisit ou pas d'avoir avec la réalité de ces personnes et des mots qu'on choisit pour en parler. Quand on dit juste une femme migrante, sans l'avoir rencontrée, c'est comme si on peignait un tableau un peu flou, auquel il est difficile de donner un visage. Via ce podcast, on vous invite à vous rapprocher de ce tableau, pour vous rendre compte de sa complexité. Être en migration fait partie de la diversité des situations vécues par certaines femmes. Les femmes en migration sont en fait comme toutes les autres. Chacune porte une histoire singulière, chacune est donc unique. Leurs paroles méritent d'être accueillies, leurs difficultés doivent être accompagnées. Et si parfois elles arrivent avec un lourd passé traumatique de leur pays d'origine, les parcours qui les ont menées à Bruxelles ont souvent ajouté d'autres séquelles physiques et psychologiques à ces femmes. À la Sisters House se côtoient toutes sortes de réalités. Il y a des femmes enceintes, des filles très jeunes et des dames plus âgées, des étudiantes et des femmes queer, des mamans qui sont loin de leurs enfants et des filles séparées de leur famille. La porte d'entrée du projet de la Sister House, c'est l'hébergement premièrement, mais pas seulement, vous l'aurez compris, loin de là. Il est pensé pour répondre à une multitude de besoins qui découlent de cette réalité de migration et de précarité, ou qui sont parfois préexistants, mais qu'on met de côté, parce qu'on est dans l'urgence et que la première nécessité, c'est d'avoir accès à un toit, un repas et à une douche. Mais il y a de nombreux besoins connexes qui sont liés aux soins de santé, à l'accès aux informations et aux droits fondamentaux, car bien souvent, ces personnes en sont un peu dépossédées. Certaines résidentes ont besoin d'un soutien psychologique, d'un suivi de grossesse ou d'autres rendez-vous médicaux. Et puis parfois, elles ont simplement besoin de conseils, de pouvoir passer un coup de téléphone ou juste d'être écoutées. L'objectif des équipes de la Sister House, composées de diverses travailleuses, notamment d'assistantes sociales, de juristes et de médiatrices interculturelles, c'est de pouvoir répondre à tous ces types de besoins pour renforcer les femmes qui y sont hébergées et leur donner un maximum de clés de compréhension de leur situation, de leurs droits, de ce à quoi elles ont accès, de ce qu'elles doivent pouvoir revendiquer et demander. Ces travailleuses sociales sont prêtes à les accompagner et à les soutenir, et pas seulement à la demande. Elles sont proactives dans cette démarche d'aide et de rencontre, en partant du principe que parfois, certaines demandes peuvent être difficiles à formuler. C'est cette approche que ces travailleuses et bénévoles ont décidé d'avoir avec le tableau de la migration. Et c'est de cette façon qu'elles ont choisi d'en parler. Bienvenue à la Sister House. Welcome, sister. Et quoi, je dois dire comment alors? Turavukan. Ça veut dire on est de la même famille. Welcome, sister. Asanay dahan masaki. Welcome, sister. Salam, on perd salam matash hérité. Welcome, sister. Welcome, sister. Welcome, sister. Tata urakomeye. Welcome sister. مرحبا أختي. Yes. Welcome, sister. وعلى مساقي حاكيناتي. Welcome sister. كريم مبروكاني. Welcome sister, bienvenue ma sœur. Yeah. Ta 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 ta. Parmi les services proposés à la Sister House, l'on retrouve par exemple le GAMS, qui vient pour faire de la sensibilisation et de l'accompagnement sur les mutilations génitales féminines. Il y a aussi Médecins du Monde, qui organise avec des sages-femmes et infirmières des séances d'infos sur la santé sexuelle et reproductive, et Médecins sans frontières qui viennent faire des séances de psychoéducation. Jeanne et Thyrida, elles, travaillent respectivement pour Caritas International et SOS Jeunes. Elles sont tutrices pour les MENA, c'est-à-dire les mineurs étrangers et étrangères non accompagnés, et plus précisément les extra-MENA, les mineurs en transit. Elles assurent une permanence à la Sister House un jeudi sur 2. Spécifiquement à la Sister House, donc on vient pour approcher et créer du lien avec les mineurs qui pourraient se trouver dans la Sister House à ce moment-là, parce qu'effectivement ici il y a principalement des adultes, mais il peut de temps en temps y avoir des mineurs, mais elles sont beaucoup plus difficiles à approcher parce qu'elles sont beaucoup plus craintives d'avoir un traitement qui pourrait les éloigner en fait de leur communauté ou des adultes qui les ont accompagnées jusqu'ici. Donc on nous demande, nous, d'être présentes pour pouvoir apporter cette spécificité tant sur le droit
des mineurs, mais aussi sur l'accompagnement que ça nécessite, puisque l'approche n'est pas la même et les besoins ne sont pas les mêmes. Quelles sont leurs différences de droit, du coup, en fait, par rapport à des adultes? Dans le système belge, il y a quand même pas mal de différences, notamment tout ce qu'on appelle le système Dublin, où une personne qui a déjà des empreintes ou déjà une demande d'asile dans un autre pays européen peut être envoyée dans ce pays-là. Et les mineurs, c'est quelque chose qui ne s'applique pas pour eux. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence, je dirais. Et puis, il y a tout un système de protection qui est mis en place. Donc, par exemple, un mineur va avoir un tuteur, un représentant légal. Il va aller à l'école. Il y a tout plein de choses qui se mettent en place pour les mineurs qu'il n'y a pas pour les adultes. Comment et dans quel genre de contexte, en fait, des filles aussi jeunes se retrouvent seules sur la route, loin de chez elles? Qu'est-ce qui les a poussées à prendre la route, vous savez? Mais il est vrai qu'en fait, travaillant avec les publics aussi garçons, on remarque que la proportion de filles est quand même moindre. Donc ça s'explique, je pense, quand même par le fait que les familles sont plus prêtes au pays à laisser partir un aîné ou un garçon en sachant la difficulté du trajet que ça représente. Donc moi, j'ai tendance à penser et à imaginer que si on envoie une fille de la fratrie, c'est qu'alors la situation est encore plus désespérée. Que ce soit au niveau économique ou au niveau du contexte politique, et peut-être aussi parce que en tant que fille, et donc du coup là ça s'adresse particulièrement au genre, c'est qu'il y a des risques de traite des êtres humains sur place qui sont grands et qui font que c'est une question de survie finalement. Il y a différents témoignages. C'est vrai que, de toute façon, voilà, c'est difficile déjà d'avoir un récit qui soit le plus transparent possible. Il y a beaucoup de choses qui sont protégées. On protège sa propre famille aussi des vraies raisons de pourquoi on a été envoyé jusqu'en Europe. Mais il y a quand même des choses qui ressortent de l'ordre que, oui, il y a une pression familiale derrière, il y a des comptes à rendre, il y a des dettes à rembourser, et il y a des nouvelles à donner régulières. Et donc ça met quelquefois la jeune fille dans une espèce de conflit de loyauté par rapport à ce qui avait été le souhait de la famille et son réel souhait arrivé en Europe en fait. On a vu une jeune fille justement pendant pas mal de mois ici. C'était une jeune fille, 15 ans, assez jeune, très très jeune, qui s'est déclarée mineure directement et qui, elle, voulait vraiment rester en Belgique. Donc elle avait envie de se poser, elle était fatiguée, elle se plaisait bien ici. Et qui avait vraiment la pression de la famille au pays, qui disait qu'elle devait aller en Angleterre. À un moment, c'était aux Pays-Bas, et puis ça a changé, ils ont dit qu'elle devait aller en Angleterre. Je pense à une autre aussi qui n'ose plus prendre des nouvelles de sa maman parce qu'elle a peur de lui mentir et qu'elle lui a menti déjà en lui disant qu'elle était arrivée en Angleterre alors qu'elle est encore en Belgique. Et donc elle se coupe comme ça, elle s'isole. Et dans ces moments-là, nous, on est très impuissants. Parce qu'il s'agit là de juste la rassurer et de lui expliquer qu'elle a le droit de faire ses propres choix, mais qu'en même temps, elle est très, très partagée avec ce qui se passe au pays. Je pense que toutes les histoires sont assez singulières, et même si elles ne sont pas faciles toujours à entendre, on ne peut pas changer leur histoire. Et je pense qu'on ne va jamais oublier ce qu'on nous raconte. Il y aura toujours une partie de ce qu'elle nous a raconté en nous, si je peux dire ça. Moi, j'en ai deux en tête. Elles se ressemblent un petit peu par le caractère des jeunes filles qu'on a croisées. Elles étaient hyper pétillantes, hyper drôles, hyper pleines d'énergie. Et ça me marque parce que malgré les difficultés qu'elles ont traversées et qu'il leur restait encore à parcourir, je trouvais qu'elles étaient toutes pleines d'énergie et ça redonnait espoir et beaucoup de force. Il y en a une des deux, on sait que tout va bien, donc c'est une happy end. Donc c'est cool de pouvoir repenser à cette situation pour aussi toutes les prochaines qu'on pourra accompagner. Et l'autre qui lui ressemblait dans le caractère, c'était plus difficile parce qu'on a eu l'impression d'avoir loupé quelque chose dans un appel à l'aide qu'on n'a pas su voir au moment où elle l'a exprimé. Et on l'a su qu'après, qu'en fait, elle a été mariée de force. Et que peut-être quand elle était à la Sister House, ça aurait été le bon moment de pouvoir l'approcher et d'être à son écoute, c'était à ce moment-là où elle était libre de toutes les personnes extérieures qui l'influençaient et qui la forçaient à se marier. Et donc cette joie de vivre qu'elle avait ici, ça a témoigné en fait de son sentiment de liberté quand elle était plus sous l'emprise de ces hommes-là, mais nous, on n'a pas su le voir. Donc, c'est un peu un regret, cette situation. Mais malgré tout, voilà, je garde un bon souvenir de sa force et de sa joie.
Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans votre métier ? Et du coup, qu'est-ce qui vous motive malgré toutes ces difficultés avec lesquelles vous devez jongler ? Ce public, moi, il me passionne parce que c'est une période de vie qui est très, très intéressante à accompagner et en même temps très challengeant parce que c'est une période où on se remet beaucoup en question, on cherche son identité, on cherche qui on est et ces jeunes filles qui, en plus, traversent des pays pour trouver leur avenir. Enfin, je trouve qu'il y a une combinaison de facteurs qui font qu'à accompagner, c'est riche. Et tout ça, c'est hyper challengeant en tant que travailleur social qui accompagnons ce public de cet âge-là. Donc voilà ce qui continue à nous motiver au quotidien aussi. Moi, je dirais qu'on a la chance de côtoyer ces jeunes filles par le biais de notre travail, mais ce serait vraiment chouette de pouvoir laisser l'opportunité à n'importe qui, en fait, de les rencontrer parce qu'elles sont toutes hyper intéressantes de par leur vie et par leur personnalité, et que c'est une vraie leçon, en fait, que d'avoir juste un bout de leur histoire pour comprendre mieux ce que c'est que la migration et être vraiment dans une ouverture d'esprit sans jugement et voilà, et de voir qu'en face on a vraiment des personnes en fait qui vivent des choses et c'est pas juste un sujet politique ou un thème, enfin c'est vraiment plein de gens comme nous et voilà, et elles gagnent toutes à être connues, donc je pense que oui, moi ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est si vous avez l'occasion, même en tant que bénévole ou volontaire, d'apporter votre aide pour des assos qui travaillent auprès de migrants et migrantes, vous en sortirez vous-même riche en rencontres, en fait. Les travailleuses qui façonnent au quotidien les missions de la Sister House mettent au cœur de leur pratique les besoins des résidentes. Par exemple, une assistante sociale a remarqué les difficultés que de nombreuses sisters ont à utiliser l'outil Google Maps sur leur téléphone. Alors elle organise tout simplement une petite formation dans le salon. Les femmes sont installées dans les fauteuils et suivent des yeux le PowerPoint qu'elle a préparé et qui est projeté sur le mur. Okay, you ready? Yes. Yeah. Everybody ready? Okay. So, I will begin. So it's about the application Google Maps and Mappy. Okay, I will speak English and French, okay? So you know that. Okay, I will speak in French for you. Donc c'est une formation sur l'application Google Maps et Mappy. D'accord? Donc c'est deux applications pour connaître son chemin. Okay? It's very easy to use, don't worry. Donc c'est très facile à utiliser comme application, okay? Don't worry. So, the application is free, donc c'est gratuit, on ne s'inquiète pas. Donc c'est vraiment bien pour avoir un itinéraire, pour savoir comment aller en métro, en train, à pied, en bus. Okay, so it's perfect to find a road for work, bus, tramway, subway, train. It's for everything, okay? Not just work. Du coup, ça s'utilise avec Internet ou avec le 4G, 3G. C'est juste pour trouver l'itinéraire. Quand on a l'itinéraire, on peut partir et quitter le Wi-Fi. Donc avant de partir à un rendez-vous, vous pouvez taper ici l'adresse et regarder ce que Google Maps vous propose. Ça peut paraître un détail dit comme ça, mais cet atelier est une réponse directe à un problème qui peut être vraiment handicapant au quotidien, quand on doit se déplacer dans une ville étrangère et qu'on ne peut compter que sur soi-même. Le but est de donner à ces femmes les moyens de leur autonomie et de leur liberté, et de réduire le plus possible leur stress et leurs difficultés. Donc moi je vous conseille vraiment de faire des screenshots de chaque étape. Comme ça, quand vous n'avez plus Internet, vous êtes tranquille. D'accord ? Donc ça permet vraiment d'être bien. Donc n'hésitez pas à faire des screenshots et avant de partir, de bien regarder le chemin, de zoomer sur la carte, de dire « Ah oui, je vais prendre telle route », de bien visualiser le chemin, ok ? Le mercredi de 14h à 17h, le service des liens familiaux de la Croix-Rouge propose aux résidentes un service téléphonique qui leur permet de passer des coups de fil dans le monde entier en tout anonymat. En mettant des téléphones à leur disposition, l'objectif est de permettre à ces femmes de faire savoir à leurs proches où elles se trouvent et de leur donner des nouvelles. Quand Alice arrive le mercredi, elle distribue des post-it aux femmes qui souhaitent passer un coup de fil. Sur chaque post-it, il y a un numéro qui indique l'ordre de passage. Après un premier tour du salon, 18 post-it ont été distribués et les filles attendent leur tour.
C'est un service qui est très, très sollicité, ce qui est étonnant. Moi, ça m'a étonnée d'emblée parce qu'elles ont des smartphones, elles ont un service Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est WhatsApp, mais les numéros, comment est-ce qu'on dit, ce qu'on propose, c'est les numéros directs. Et moi, je pensais que non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a besoin. Non, c'est sollicité. Elles attendent le mercredi, elles sont là. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'Internet est partout et accessible à tout le monde. Mais je me rends compte, quand je viens ici, que les personnes viennent parfois des villages ou des régions lointaines où parfois le service Internet, parce que souvent elles utilisent les mobiles donnés et n'ont pas accès ou ça n'existait pas. Sur le petit papier de Gemma est inscrit le numéro 8. En patientant, elle nous explique que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de sa famille. Dans le village d'où elle vient, en Éthiopie, les lignes téléphoniques et Internet ont été coupées à cause de la guerre. Soudain, on appelle le numéro 8. Gemma se lève et se dirige vers Alice, qui lui demande simplement son âge et son origine, qu'elle note dans une grande farde. Ces informations sont collectées par la Croix-Rouge pour établir des statistiques. Gemma prend le téléphone qu'Alice lui tend et entre dans un petit local attenant au salon. Les femmes ont droit chacune à 5 minutes d'appel. Réglementaire, c'est 5 minutes, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, ces 5 minutes, je pense que c'est les 5 minutes que donne la Croix-Rouge, parce que je pense que c'est un service payant, et puis ça rentre dans le budget, je pense, sans rentrer dans les détails. Et puis, il faut pouvoir offrir à un grand nombre, donc on n'a que 2h30, il faut que tout le monde puisse avoir accès. Ça ne marche pas toujours parce que parfois la personne essaye, n'arrive pas justement à joindre la personne. Ça ne marche pas toujours parce que la personne a eu son contact mais aimerait avoir 1 minute de plus. C'est sa mère, c'est son père. Et on est des humains, on est là justement pour donner un confort, on n'est pas là pour réglementer. Et parfois on donne un tout petit peu plus, on doit cadrer aussi, mais parfois la personne peut revenir quand elle n'a pas pu joindre quelqu'un qu'elle essaie de joindre. Donc voilà. Dans le cadre de ces permanences, la Croix-Rouge en profite aussi pour diffuser un message de prévention. Elle invite les résidentes à mémoriser par cœur certains numéros importants, car dans leur situation de migration, il n'est pas rare que les téléphones soient volés ou perdus. Après un moment, Gemma sort du local avec un grand sourire. Elle dit « Je n'ai pas réussi à joindre mes parents, mais une amie a répondu. » Je ne fais pas grand-chose, je mets à disposition un téléphone, mais je réalise que les personnes sont satisfaites quand elles ont pu parler au leur. Ça m'apporte le fait que j'ai l'impression que j'apporte une petite pierre à l'édifice pour ces personnes qui sont sur la route migratoire. Ça m'apporte le fait que ça me rappelle aussi mon passé. Je suis aussi passée par là. Et je peux me mettre à leur place aux résidentes et je peux parfois comprendre leurs émotions parce que je suis passée par là. Je suis venue du Burundi. J'ai fui le pays parce qu'il y avait la guerre. Je suis arrivée en Belgique, une terre d'accueil, mais je suis passée aussi dans les centres comme celui-ci. J'y suis restée quelques mois. Ça m'a aidé à découvrir le pays, mais aussi à définir un peu mon futur. J'ai rencontré des personnes qui m'ont mis sur la route de ma reconstruction, si je dois dire, d'oublier le parcours de guerre que j'ai eu, le passé de guerre, un tout petit peu. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, au fait. Donc ça me rappelle un peu mon passé. Ça me rappelle que malheureusement, il y a encore des gens qui quittent le Burundi pour des problèmes de tension sociale. Ça me fait un peu mal parce que ça fait quand même 25 ans, j'ai fui la même chose et je suis arrivée là à cause de ça. Mais aussi, ça me permet de dire, au moins, elles sont là, elles cherchent le meilleur devant elles. Elles ont un point de chute qui est ici à la Sister House. Et elles auront la chance, comme j'ai eu aussi, de me reconstruire. Et aussi, avec le temps, de renouer contact avec son pays et de ne pas couper les liens avec son pays, malgré que ça ne va pas toujours bien là-bas. Il y a 25 ans, j'étais perdue. J'avais toute ma famille derrière moi.
Et je vois ces filles, elles sont pas toujours, c'est ce qui est normal, elles sont pas toujours joyeuses. C'est un point de chute, mais tout est encore à faire. Mais on peut pas se reconstruire sans ses origines, sans sa famille, sans ses parents, sans ses amis, parce que les filles qui arrivent ici, elles ont déjà tout un parcours. Et c'est très important de, dès le début, pouvoir garder, je pense, un pied quelque part dans son pays. Dans un contexte de migration, il n'est pas rare que des personnes se perdent et que le contact se coupe. Le service de regroupement familial permet à ces personnes de se retrouver en signalant leur position et en lançant un avis de recherche à travers une banque d'informations internationale de la Croix-Rouge. Naike se rappelle de l'histoire d'une ancienne résidente, Elia. Quand elle en parle, elle dit « C'est une histoire qui se raconte, qui pourrait faire l'objet d'un film ou d'un roman. Et pourtant, elle est bien réelle. Ce n'est pas une fiction. » Elia, elle est restée quelques mois à la Sister House. C'est une dame qui devait avoir entre 30 et 40 ans. Elle avait un regard souvent triste, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir toujours un petit sourire en coin. Mais c'est sûr que je percevais vraiment une tristesse assez profonde. Et en fait, moi, je n'étais pas tout à fait au courant de cette situation, mais j'ai cru comprendre au détour d'une discussion avec des collègues que elle avait perdu ses enfants, en fait, et que ses enfants étaient pas décédés, qu'on ne savait pas où ils étaient, en fait. Qu'elle était en Belgique depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais qu'elle n'avait aucune nouvelle de ses enfants. Et qu'elle les cherchait désespérément depuis qu'elle était arrivée en Europe. Et donc, en fait, on l'a très vite orientée vers le service RLF, donc le service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge. Un jour, un courrier arrive dans la boîte mail de Naike. Dans l'intitulé, il est écrit « Urgent ». Très vite, elle lit le mail dans lequel une travailleuse de la Croix-Rouge écrit « Une dame qui est hébergée chez vous a fait une demande de recherche pour ses enfants et nous avons un possible match. » Je vois ce mail, j'appelle directement le numéro de cette travailleuse de la Croix-Rouge, avec qui je suis en contact au téléphone et qui me dit, voilà, comme vous avez pu lire dans mon mail, on pense avoir retrouvé les 3 enfants d'une résidente qui semblerait être chez vous. Mais on ne veut pas crier victoire trop vite et donc on préférerait faire en sorte que vous soyez en contact avec la tutrice de ces 3 enfants pour discuter un peu de la procédure, pour savoir un petit peu et s'assurer en fait qu'il s'agit bien de la maman et que le match est effectif. Avec l'aide d'une médiatrice culturelle, elles annoncent à Elia la nouvelle avec beaucoup de précautions, car elles veulent éviter à tout prix un ascenseur émotionnel. Très vite, le contact est pris avec la tutrice des enfants qui est invitée pour une rencontre à la Sister House. La tutrice, qui s'exprime en néerlandais, prend le temps de se présenter, traduite par la médiatrice, et d'expliquer la procédure à suivre. Pour s'assurer qu'il s'agit bien des bonnes personnes, Elia va devoir partager son récit pour voir s'il concorde avec l'histoire que les enfants ont racontée. Alors, dans ce petit local, entourée de ces femmes, Elia raconte son histoire. Elle explique qu'elle a dû fuir l'Érythrée en 2016. Comme de nombreuses personnes encore aujourd'hui, elle n'était pas en sécurité là-bas. L'Érythrée, pour ces nombreuses femmes, ces nombreux hommes, mais aussi ces enfants, c'est l'enfer sur Terre. On comprend difficilement ce genre de contexte quand on n'y a pas vécu. Mais lorsqu'une femme est contrainte de quitter ses 3 enfants pour fuir, on peut imaginer la violence et la peur qui poussent à faire ce genre de choix. Son parcours fut, comme pour beaucoup d'autres, tourmenté et mouvementé. Avec des arrêts longs et plus courts, des raccourcis et des détours, l'arrivée en Europe pour fuir n'était en fait que le début du périple. La nièce d'Elia, qui gardait les 3 enfants au pays, a également été contrainte de partir. Et évidemment, pas question de laisser les enfants seuls sur place, elle les emmène avec elle. Sauf qu'avec la distance, les risques encourus, les pays traversés, le contact se perd et Elia n'a plus de nouvelles de ses 3 enfants ni de sa nièce. Quand Elia termine son récit, la tutrice prend la parole, toujours en néerlandais, en s'adressant directement à Elia et en coupant un peu son discours pour permettre à la médiatrice de pouvoir traduire. Elle annonce qu'au vu du récit, la correspondance semble être bonne et que les informations concordent avec ce que les enfants ont raconté. Et alors là, c'est très difficile à décrire ce qui se passe à ce moment-là. Je crois qu'on est toutes soulagées et en même temps on est très émotionnées. Donc on se serre dans les bras, on prend le temps de pleurer en fait, de se laisser dépasser par ces émotions qui sont si fortes.
Et puis, en fait, la tutrice, elle continue de parler, ce qui est génial, en fait, parce qu'elle arrive, je ne sais pas comment, elle arrive à garder un sang-froid dingue. Et elle décrit, en fait, les 3 enfants. Elle donne les noms des 3 enfants aussi. C'est les mêmes. Ils ont l'âge qui concorde. Elle les décrit, elle décrit leur personnalité, je m'en souviendrai toujours. En expliquant la malice d'un des 3, en expliquant l'intelligence et le fait qu'un des enfants est assez brillant, parle très bien néerlandais. Enfin, c'est juste incroyable, en fait. C'est juste... c'est indescriptible. Je manque de mots. Le rendez-vous pour la rencontre est pris. Elle s'organise pour accompagner Elia en train le vendredi même, pour qu'elle retrouve ses enfants là où ils sont hébergés, dans un petit village en Flandre. On a pris ce ticket de train, on a été acheter des fleurs, des chocolats. On avait l'impression d'aller à un anniversaire. Et en même temps, c'était improbable. Si on avait croisé quelqu'un dans la rue nous demandant où on allait, c'est juste impossible. On nous aurait pas cru. Arrivée à la gare de destination, la tutrice attend le petit groupe. Ensemble, elles marchent, en se tenant les unes aux autres, bras dessus, bras dessous, toutes tremblantes et excitées, elles se soutiennent. Nike se rappelle qu'Elia était calme et déterminée. Elles arrivent dans le lieu d'hébergement pour mineurs, sont accueillies chaleureusement par le personnel et quand elles entrent dans le foyer, 2 des enfants sont assis devant la télé. Et puis voilà, cette scène est juste aussi complètement folle à décrire, mais ils se sont regardés, ils se sont serrés dans les bras. La 3e est arrivée, et puis des larmes ont coulé. Il y avait quasi tout le personnel qui était là, tout le personnel du centre qui était là, à regarder cette scène improbable. On était un peu gênés et en même temps très émus d'être là. Et de pouvoir témoigner de cette success story. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors du coup, quand elle se présente, c'est sûr que c'est précieux de pouvoir les vivre, quoi. Nike raconte comment les enfants et leur maman ne se lâchent pas des yeux et rient en se regardant. La Sister House et le centre pour mineurs échangent les contacts pour organiser des visites. Puis sont lancées les démarches administratives pour faire une demande d'asile groupée pour Elia et ses 3 enfants et leur permettre de loger au même endroit. C'était une histoire, un épisode complètement fou et en même temps un épisode du quotidien de la Sister House. Il y a des fois où c'est des journées très calmes ou parfois des réalités très difficiles avec des histoires dramatiques. Et puis il y a ce genre de moments. Ça donne une énergie folle et incroyable pour continuer à se battre pour les droits de ces femmes-là. C'est nécessaire, en fait. Et heureusement que ce genre d'histoire, dans la grande histoire du projet de la Sisters House, heureusement que ce petites histoires existent parce qu'elles donnent tout le sens à ce qu'on fait. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Welcome Sister, un podcast réalisé par Anna Gali et Nike Garni. Cette série a été produite par Liquid Sky et We Tell Stories, avec le soutien de l'Union des anciens étudiants de l'ULB. La musique a été créée par Dragan Gollarts et l'illustration par Delphine Franzen. Le mixage son a été réalisé par Cédric Van Stralen.
Naike, que vous entendez témoigner à plusieurs reprises dans ce podcast, est aussi l'autrice d'une recherche qui a pour objet d'analyse la Sister House à travers une vision féministe postcoloniale de l'accueil des femmes en migration. Si vous souhaitez vous renseigner plus en profondeur sur ces recherches, vous trouverez toutes les références en description de cet épisode. Merci pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à partager cette